chirurgie, donc l'infection, donc c'est la bête noire de chirurgien. Pour moi, donc, vaut mieux interdire la vente des antibiotiques sans prescription médicale. C'est la meilleure solution. Donc automatiquement, l'évolution va se faire vers l'impasse thérapeutique, ce qu'on appelle les antibiogrammes rouges, pour interdire donc la vente de n'importe quel médicament sans prescription médicale. Alors bienvenue à tous في أول حلقة من البودكاست نتاعنا Rights and Remedies وين راح نستضيفوا لدكتور حاج عيسى. دكتور حاج عيسى عرفنا بروحك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Professeur Hadji Issa Hamid, spécialiste en maladies infectieuses. Je travaille à l'EPH de Batna, service des maladies infectieuses. Alors البودكاست نتاعنا راه مقسم تسمى ل 4 parties. La partie الأولى راح نحكيو على l'introduction à la résistance aux antibiotiques, puis نفوتوا les causes et les facteurs de la résistance, ونحكيو على les conséquences de la résistance, والاخر نقراو نحكيو على solutions et les préventions. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Professeur Hadji Issa Hamid, spécialiste en maladies infectieuses. Je travaille à l'EPH de Batna, service des maladies infectieuses, et je suis enseignant à l'université Batna 2, faculté de médecine. La résistance aux antibiotiques, la définition d'une résistance en général, c'est ce qu'on appelle la capacité d'une bactérie à lutter contre un antibiotique. Donc la bactérie, donc, elle va trouver les moyens pour lutter contre l'antibiotique. Et cette bactérie, si on la donne l'occasion pour développer ce qu'on appelle cette résistance, donc elle va la développer. Et c'est le prescripteur qui va donner l'occasion, ou bien le malade à travers l'automédication, etc., qui vont donner l'occasion à cette bactérie de développer une résistance. La bactérie, c'est comme une guerre donc entre le médecin et ses micro-organismes. Donc cette bactérie, donc, c'est le médecin lui donne l'occasion. Donc comment on va lui donner l'occasion? Par exemple, une dose d'antibiotiques insuffisante. C'est une occasion pour la bactérie de développer une résistance. La durée, si elle est insuffisante, c'est la même chose, etc. Et la résistance, donc, à d'autres bactéries. Donc, dans l'organisme, il y a plus de 1000 milliards de bactéries, donc, dans l'organisme, le corps de l'être humain. Donc, toutes ces bactéries, donc, automatiquement, donc, n'ont pas le même le profil de résistance, etc. Donc, si on donne, donc, par exemple, le médecin ne vise pas, par exemple, telle bactérie, donc, vaut mieux donner un antibiotique à spectre étroit, qui n'a pas une action contre les autres bactéries. Donc, si on donne un antibiotique à large spectre, d'accord, le but c'est pour traiter, mais les conséquences sont ces bactéries donc vont automatiquement développer une résistance. Mais monsieur, حبيت تزيد تفهمنا أكثر علاش راهي un problème de santé publique mondiale تسمى. Bon, c'est vrai, c'est un énorme problème. Donc, c'est un grand problème de santé publique à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale, etc. Parce que donc, on va pas tenir compte pour stopper cette résistance bactérienne, donc automatiquement l'évolution va se faire vers l'impasse thérapeutique, ce qu'on appelle les antibiogrammes rouges. Donc dans cette situation, donc c'est le décès, etc. Surtout actuellement, donc avec l'évolution de ce qu'on appelle la transplantation, etc. Il y a beaucoup de patients immunodéprimés, beaucoup de pathologies néoplasiques, il y a beaucoup de patients immunodéprimés. Donc c'est tous ces patients, donc il ne va pas mourir à cause de sa pathologie initiale, qui est par exemple la pathologie tumorale, mais il va mourir par une infection, par une bactérie résistante. C'est ça le grand problème. Donc on va arriver donc à l'impasse thérapeutique. C'est pour cette raison donc elle nous pose vraiment un énorme problème de santé publique. مالك احنا وصلنا تسمى للدرجه وين خدمنا لي زونتيبيوتيك والمضادات الحيويه الى انه وقعنا في مشكل اخر اللي هو مقاومه البكتيريا لهذه المضادات الحيويه. البكتيريا شوف من 1940 donc la pénicilline, la découverte de la pénicilline, donc on va suivre l'évolution, c'est presque chaque 4-5 ans, les bactéries développent une résistance à l'antibiotique qui est développée. Donc ce sont des micro-organismes qui sont très très intelligents. Donc ils vont s'adapter à la situation, si on lui donne l'occasion, donc automatiquement ils vont développer une résistance. C'est ça le problème actuel. Donc, traiter par exemple, on va prendre par exemple une angine, par exemple, les angines sont soit virales, soit streptococciques.
Il n'y a pas d'indication si l'étiologie elle est virale. Il n'y a pas d'indication pour donner un antibiotique. Là, l'utilisation de l'antibiotique, donc, elle est abusive. Donc, automatiquement, l'antibiotique n'a pas une action sur le virus, mais automatiquement, les bactéries qui se trouvent à l'intérieur du corps humain donc, vont développer une résistance. وتقدر تعطينا هكذا مثلا الانترفال ما بين كيما قلت انت كي لي ميدسان ولا لي شيرشور يديكوفريو تسمى الانتيبيوتيك هذاك بوي كاين مده وين لا بactérie elle développe تسمى les mécanismes de résistance. Ouais, généralement, dans l'évolution des antibiotiques, ça tourne entre 2 et 5 ans. Maximum 5 ans, les bactéries, donc les premières résistances vont s'installer. Donc, c'est une durée de 5 ans, donc automatiquement, ils vont s'installer. هذه n'importe quel type d'antibiotique. En général, c'est en général. C'est en général. Et surtout, il y a des antibiotiques où les bactéries développent rapidement des résistances. C'est comme par exemple les fluoroquinolones, les céphalosporines de 3e génération. Dans ces situations, les bactéries développent rapidement. Donc, on a un délai de 3 mois, 6 mois, donc la bactérie développe des résistances. Comment la résistance se développe-t-elle et quels sont les mécanismes par lesquels les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. C'est maintenant déjà le thème. Donc, pour mieux comprendre le mécanisme de résistance, donc un rappel sur le mécanisme d'action des antibiotiques est indispensable. Donc, on va faire tout d'abord donc un petit rappel sur le mécanisme d'action des antibiotiques. Comment l'antibiotique il va agir. Parce que donc la situation, le prescripteur, c'est le médecin. D'accord. Le médecin doit connaître, donc il va entrer en guerre avec ces bactéries, ces micro-organismes. Le médecin, c'est le prescripteur. Donc il va tenir compte de ce qu'on appelle de ses armes. Ses armes, ce sont les antibiotiques. Ses ennemis, ce sont les bactéries. Mais il y a un champ de bataille. Le champ de bataille, c'est l'hôpital, l'environnement de l'hôpital. Tout ça, donc on va tenir compte de tout ça pour éviter que les bactéries développent une résistance. D'accord. Et avant de commencer le détail sur la résistance bactérienne, donc j'aurais aimé de faire donc un petit rappel sur le mécanisme d'action. Donc la structure bactérienne, donc elle est faite de l'extérieur à l'intérieur par une capsule. Donc la plupart des bactéries sont encapsulées. Donc il y a la capsule, il y a la paroi par la suite. Et juste au-dessous de la paroi, donc on a la membrane cellulaire cette membrane elle est très, très fragile. Et par la suite, on a le ribosome, le nucléotide, les plasmides, etc. Donc ils se trouvent à l'intérieur. Donc des antibiotiques, donc il y a des antibiotiques qui agissent sur la paroi. D'accord. Parmi ces antibiotiques qui agissent sur la paroi, nous avons la grande famille des bêta-lactamines. Donc ce sont des bêta-lactamines qui vont agir sur la paroi. Donc, et comme cette paroi, donc, elle est construite des peptidoglucanes, et donc à l'intérieur de ce peptidoglucane, on a le PLP, c'est des protéines de liaison pénicilline. Donc ces protéines sont indispensables pour lier ou là pour coller le peptidoglucane. Donc l'antibiotique, donc automatiquement bêta-lactamine, elle va se fixer sur le PLP. D'accord, sur les PLP, donc pour agir, pour détruire cette paroi et neutraliser cette bactérie. Ça, c'est le premier, donc la première action de l'antibiotique sur la paroi. Il y a des antibiotiques aussi qui agissent sur... Monsieur, le PLP, مثلا كي تصرى la fixation de l'antibiotique, هنا كيفاش تسمى تصرى la mort de la bactérie, كيفاش تسمى تصرى exactement كيفاش؟ La mort. Donc, les bactéries qui ont une paroi, ce sont des bactéries très fragiles. Sans paroi, donc ils vont mourir. D'accord. Et l'antibiotique aussi, ça va permettre à l'antibiotique d'entrer à l'intérieur. D'accord. Donc sans paroi, donc les bactéries vont mourir. Cette paroi donc va permettre, c'est une protection pour cette catégorie des bactéries qui est encapsulée. C'est pour cette raison la destruction de la paroi, donc automatiquement donc la bactérie elle va mourir par la suite. Voilà, أنا هنا تما كي شفت في le cours votre cours شفت باللي كاين دي غرام بوزيتيف وكاين دي غرام نيجاتيف. تسمى مالغري هذوك لي غرام نيجاتيف تسمى ما عندهمش هذيك لا باغوا اللي فيها البيبتيدوغليكان مي راهم يمشيو نورمال تسمى راهم عادي يتكاثروا وكل شيء. مي هذوك الغرام بوزيتيف تسمى ابري ما l'antibiotique agit sur
la paroi extérieure, sera la mort directement. Pourquoi? Voilà la différence. La classification des bactéries. Donc, la classification, les bactéries sont classées donc, selon sa structure, donc cocci ou bacille ou spirochète, etc., cocobacille, etc., plusieurs structures. Et deuxième classification des bactéries, c'est selon la coloration de grammes. Donc, on distingue les bactéries gram plus et gram moins. Pour les grammes moins, donc la différence, c'est la structure de la paroi. Il y a moins de peptidoglucane par rapport à un cocci gram plus. Il y a plus de peptidoglucane. Qui dit plus de peptidoglucane, donc plus de PLP. D'accord? C'est ça la différence. Donc pour viser, par exemple, c'est pour cette raison, il y a des antibiotiques à action sur les cocci. Gram plus. Des antibiotiques à action sur par exemple, les bacilles. Si on vise par exemple les bacilles, on va donner par exemple les céphalosporines 3e génération, les fluoroquinolones. D'accord? Mais ces fluoroquinolones ont une action à l'intérieur de la bactérie. On va les détailler par la suite. Par exemple, les antibiotiques qui vont agir sur la paroi, donc ce sont des antibiotiques donc, qui vont une action sur cette protéine PLP, protéine de liaison pénicilline. D'accord? Et c'est spécialement la pénicilline. D'accord? C'est pour cette raison, par exemple, l'antibiotique, cette bactérie va produire des enzymes, ce qu'on appelle bêta-lactamase. Cette bêta-lactamase, donc, elle va bloquer, par exemple, l'action de l'antibiotique. Elle va occuper ces cibles de PLP et éviter que l'antibiotique les neutralise. Il y a exactement la liste du composé des bêta-lactamines. On a détruit ce composé. Non. Cette enzyme, elle est produite par les bactéries. Ce qu'on appelle, par exemple, bactérie bêta-lactamase. D'accord. C'est une enzyme, donc on va donner un inhibiteur de bêta-lactamase, comme par exemple l'acide clavulanique, qui va inhiber cette action. Donc on va donner par exemple de l'acide clavulanique, donc c'est un inhibiteur de bêta-lactamase, donc il va inhiber l'action de cette enzyme produite par la bactérie. C'est ça le mécanisme d'action. Voilà. حكيما انا قصد تسمى les bêta-lactamase بحد ذاتهم les enzymes هذوما كيفاش تسمى يتعاملوا مع les bêta-lactamines تسمى l'antibiotique تاعنا اسكو تسمى يديروا لهم ديستركسيون ولا كيفاش exact. Non, c'est pas une destruction. Ils vont occuper le site, la cible. Ah oui, les Ils vont occuper la cible, donc cette enzyme va occuper la cible, donc surtout ces cibles, ce sont les PLP. D'accord? Ces cibles qui sont occupées, donc l'antibiotique, il ne va pas trouver donc, des cibles libres, donc il n'a aucune action sur cette bactérie. Oui, parce que bêta-lactamase, c'est normalement... Enzyme. Voilà. Dans, par exemple, l'acide clavulanique, un inhibiteur de bêta-lactamase. C'est un inhibiteur. Voilà. On a déjà terminé les premières deux questions, l'introduction à la résistance aux antibiotiques. نقدروا donc نفوتوا les causes et facteurs de la résistance. Donc, pour ce qui est de résistance, la résistance, donc on a presque trois mécanismes de résistance. Il y a ce qu'on appelle la résistance par mutation. Cette résistance par mutation, donc c'est une résistance qui est verticale, héréditaire. D'accord? Cette mutation, donc, ce qu'on appelle donc, dans un gène de n'importe quelle bactérie, donc ce qu'on appelle les gènes de sensibilité aux antibiotiques. Par exemple, si un gène il est sensible à la pénicilline, le gène de sensibilité à la pénicilline, donc ce gène donc, de sensibilité à la pénicilline, il va se transformer en gène résistant. D'accord? La première mutation. Deuxième mutation, c'est perturbation de la perméabilité de la bactérie. Devient imperméable aux antibiotiques. Et troisième mécanisme, donc on a les gènes de résistance, la perméabilité et modification aussi de la structure. Donc la structure, donc, elle est modifiée, donc elle devient aussi imperméable. À peu près, c'est le même mécanisme. Ce qu'on appelle la mutation. Cette mutation, donc, elle est héréditaire. Donc toutes les bactéries, donc la multiplication de cette bactérie, donc les autres bactéries donc nées de cette bactérie mère qui est résistante, donc automatiquement
donc, vont devenir également résistantes. Donc, toute la descendance, donc, elle est également résistante, ce qu'on appelle le mécanisme vertical ou bien héréditaire. Le premier mécanisme de résistance. Deuxième mécanisme de résistance, il est horizontal, plasmidique. Donc, le plasmide, donc, comme vous le savez, les plasmides, c'est des petites portions de l'ADN libre à l'intérieur de n'importe quelle bactérie. Ces portions vont se transmettre d'une bactérie à l'autre d'une façon horizontale. Donc, automatiquement, ce qu'on appelle le mode plasmidique qui va se transmettre donc d'une façon horizontale et les bactéries qui sont sensibles vont devenir automatiquement résistantes. Voilà. D'accord. Et le troisième mécanisme, ce qu'on appelle la sélection naturelle. C'est quoi la sélection naturelle? La sélection naturelle, c'est-à-dire c'est les bactéries fortes qui vont résister naturellement et qui vont survivre. Qui dit bactéries fortes, bactéries qui résistent, ce qu'on appelle les bactéries donc automatiquement virulentes, résistantes. Et les bactéries sensibles vont disparaître avec le temps et seulement les bactéries résistantes qui vont survivre, etc. Ce qu'on appelle la sélection naturelle. On va résumer tout ça, d'accord? La mutation, donc on a ce qu'on appelle le mécanisme vertical héréditaire qui va nous donner donc une bactérie, elle était sensible. Donc à l'occasion d'une mutation, cette bactérie, donc elle est devenue résistante. Cette bactérie résistante, elle va nous donner des bactéries résistantes. Deuxième mécanisme horizontal, c'est une des bactéries, ces bactéries résistantes. Donc le plasmide va se transmettre d'une façon horizontale. Donc le premier mécanisme vertical, c'est un mécanisme donc héréditaire et ça concerne donc une seule catégorie de bactéries. D'accord. Par contre, le mécanisme horizontal, donc par exemple BGN, cocci, donc le plasmide peut se transmettre d'une bactérie à l'autre sans tenir compte de la nature de cette bactérie. D'accord. Et par la suite, la sélection de ces bactéries, la sélection naturelle. Tout ça va nous orienter vers l'installation des bactéries multirésistantes par la suite. On a bien sûr la mutation, c'est un phénomène rare, oui. La mutation est un phénomène rare, mais donc cette mutation, donc elle est irréversible. Donc si cette mutation donc s'installe, elle est irréversible. Donc toute la descendance va avoir donc une résistance automatiquement de cette catégorie de bactéries. Hakim, quelles sont les principales causes de la résistance aux antibiotiques? علاش اصلا تسمى تصرى la résistance هذه؟ Bon, les principales causes de la résistance, donc on va tenir de mécanismes de résistance. Donc la première cause, donc on va prendre comme exemple l'automédication. Un exemple, l'automédication. Et l'automédication, donc ça concerne le citoyen et le pharmacien. D'accord? Parce qu'avec le citoyen et le pharmacien, donc automatiquement on a cette automédication. Mais cette automédication, donc si on va la stopper, donc on doit sensibiliser un petit peu les citoyens et on va interdire carrément de livrer par exemple des antibiotiques sans prescription médicale. Parce que les deux, le citoyen et le pharmacien ne sont pas des médecins. Ils ne sont pas des prescripteurs, ils n'ont pas le droit de prescrire. Donc première cause de résistance. Par exemple, une maman, donc elle va à la pharmacie donc pour acheter, par exemple, de l'amoxicilline ou bien de l'augmentin, et la maman, bien sûr, elle va acheter l'antibiotique le plus large spectre, alors que l'infection, elle est tout simplement virale. Elle n'a pas besoin d'antibiotiques. D'accord? Laissez le temps à l'organisme pour neutraliser cette infection virale. L'organisme, il ne va pas la neutraliser rapidement, automatiquement, il lui faut 24-48 heures pour la neutraliser. D'accord? C'est un des facteurs qui favorise la résistance. Un autre facteur, donc, c'est ce qu'on appelle la posologie de l'antibiotique et la durée de traitement. Si on ne va pas tenir compte de ces deux éléments, donc automatiquement les bactéries vont développer. Par exemple, la bactérie nécessite par exemple une forte dose d'antibiotiques. Comment on peut deviner que cette bactérie nécessite une forte dose, etc. C'est à travers le tableau clinique, comme par exemple une infection focalisée.
Pourquoi elle est focalisée? Elle est focalisée parce que l'organisme il maîtrise la situation. C'est le système immunitaire qui bloque la diffusion de cette infection. Donc, juste l'organisme, il a besoin d'aide. On va l'aider, d'accord, par un antibiotique pour accélérer un petit peu la guérison. Par contre, si par exemple le patient il nous fait une forme grave, un sepsis, un choc septique, c'est une forme grave. Donc la bactérie, donc à partir de la porte d'entrée, elle est passée au niveau de la circulation générale. Et là, le système immunitaire, il est dépassé. Et comme il est dépassé, je dois l'aider à 100%. D'accord? Parce que le système, il est dépassé immunitaire, je dois l'aider à 100%. Donc en donnant, par exemple, 2 antibiotiques. Vous connaissez tout ça, dose septicémique, synergique, etc. Donc ça, c'est clair et net. Donc, si on ne va pas tenir compte de ces 2 facteurs, donc la posologie et la durée de traitement, on va donner l'occasion à la bactérie de s'adapter et de lutter et de développer une résistance. الحكيم يعني عطيت المثال سيرتو المثال الاول مثال واقعي اللي هما لي فارماسيان تسمى لي فارماسيان ما عندهمش الحق وحدهم انهم تسمى يعطيو انتيبيوتيك لو باسيون سورتو مش ميم با تسمى لي فارماسيان اللي كاين بزاف كاين سي سون دي فوندور دو فارماسيان. هنا il nous faut des lois, d'accord, pour interdire donc la vente de n'importe quel médicament sans prescription médicale. Parce que sans ça, donc le pharmacien, le vendeur, comme vous le dites, le vendeur, donc il va vendre le médicament sans ordonnance parce qu'il n'est pas obligé d'avoir une ordonnance. Voilà. Est-ce que ces causes sont liées uniquement à leur utilisation en médecine humaine ou aussi à leur utilisation en agriculture et en élevage? Donc en médecine humaine, donc, il y a ces 2 facteurs, l'automédication et le non-respect de la posologie et la durée, mais en ce qui concerne le milieu agricole et l'élevage, donc c'est vrai dans le système agricole et dans l'élevage, surtout l'élevage intensif donc, des animaux, donc c'est vrai l'utilisation d'antibiotiques elle est indispensable. Et le grand problème dans cette situation, donc, c'est est-ce que l'agriculteur donc, il va respecter le délai d'élimination de ces antibiotiques ou bien l'éleveur. Donc il doit respecter, par exemple, si on va prendre l'élevage des volailles, donc l'utilisation, donc l'éleveur va utiliser des antibiotiques, bien sûr, donc en collaboration avec son vétérinaire, mais le vétérinaire il va exiger un délai, d'accord, pour l'abattage de l'élevage. Donc, est-ce que le vendeur va respecter le délai de l'abattage? C'est le délai nécessaire d'élimination des antibiotiques et des produits. Et l'antibiotique, il va se retrouver où? C'est au niveau hépatique. Et nous, les Algériens, consomment beaucoup plus le foie. D'accord? Les abats, etc. Donc, la totalité presque de ce médicament, de ces antibiotiques, se trouve par exemple au niveau hépatique, etc. Donc, le délai, ce n'est pas respecté. Donc le problème va se poser et on va consommer des antibiotiques. Qui dit consommer des antibiotiques, automatiquement notre organisme, donc notre microbiote va développer des résistances, etc. avec le temps. Si l'éleveur, par exemple, respecte le temps d'élimination, donc le problème ne va pas se poser, donc il n'y aura aucun problème dans ce sens. L'instruction, elle est là, donc elle est là. Donc, ça concerne par exemple l'élevage industriel. Donc, il est contrôlé automatiquement par l'État, par des vétérinaires. Là, je parle de l'élevage, par exemple, je ne sais pas, familial, etc., tant qu'il n'est pas contrôlé. Et dans ces situations, donc, le vendeur donc, va accélérer un petit peu la chaîne, donc il va passer à l'abattage sans respecter le délai d'élimination des produits toxiques. Quels sont les risques associés à une infection causée par une bactérie résistante? Le risque associé à une infection causée par une bactérie résistante. Le risque associé d'une bactérie donc résistante. Donc cette bactérie donc résistante, les bactéries se trouvent généralement soit à l'intérieur du corps humain, les bactéries, ce qu'on appelle le microbiote. Si notre microbiote donc il est résistant, donc on est exposé à faire des infections à germes résistants. Et qui dit germes résistants, donc par la suite il y aura l'impasse thérapeutique, etc. Deuxièmement, donc, ces bactéries résistantes se trouvent dans notre environnement. Je parle de l'environnement de l'hôpital. D'accord? Avant, c'était les germes, on parle d'infections nosocomiales qui se trouvent à l'intérieur de l'hôpital. Mais ces derniers temps, donc, on a des bactéries multirésistantes communautaires.
qui se trouvent à l'extérieur. D'accord? Qui dit bactéries multirésistantes, donc qui se trouvent à l'extérieur, donc il y a des choses que, par exemple, le personnel médical ne tient pas compte. Je parle personnel médical en général, hein, par exemple. Le téléphone portable. Est-ce que des études ont été faites pour analyser les téléphones portables concernant la contamination par n'importe quel micro-organisme? Ça a été fait ailleurs, mais chez nous, non. D'accord? Notre téléphone portable, donc automatiquement, il est infecté. Donc on parle au téléphone, on examine les patients, etc., etc. Donc, et le téléphone, donc, il est dans notre poche. D'accord? Il y a un milieu favorable à l'intérieur qui est chaud, etc. Donc automatiquement, ce sont des bactéries qui vont se développer. D'accord? Et ce sont des bactéries qui sont résistantes, qui résistent même à l'extérieur. Et donc on va porter ces bactéries donc à la maison, etc. C'est pour cette raison, donc c'est toute une chaîne à respecter et à neutraliser. Deuxième élément, c'est les bijoux, pour les femmes, pour les hommes, etc. Donc tout ça, les vêtements, tout ça, donc ce sont notre environnement, donc il y a des bactéries dans notre environnement. Et ça dépend de l'écologie de chaque service. D'accord? L'écologie, par d'écologie, c'est-à-dire donc les bactéries donc, entrent en compétition. Et seules les bactéries virulentes et puissantes vont survivre. C'est ça l'écologie de service, par exemple. On va trouver uniquement les bactéries donc virulentes, résistantes, multirésistantes, etc. C'est ça le grand problème donc de risque de ces infections. Donc en plus de risque donc vital des malades, des patients, etc. Il y a le risque de transmission ou de ces pathologies en dehors de l'hôpital. Par exemple, ces derniers temps, on assiste à des infections multirésistantes communautaires. Les infections résistantes sont-elles liées à n'importe quel type ou là عندهم des catégories des personnes qui ont les enfants ou les âgés ou là les personnes immunodéprimées? Toute infection à une bactérie multirésistante est grave, quelle que soit la situation. La situation pour l'enfant, la situation elle est particulière pour l'enfant parce que tout simplement son système immunitaire il est immature. Donc il n'a pas assez de moyens pour lutter contre cette infection grave. C'est pour cette raison donc automatiquement l'enfant risque de nous faire une forme grave. D'accord. Pour le sujet âgé, c'est toute une cascade. Pour le sujet âgé, parce que le sujet âgé, donc c'est un sujet qui a automatiquement des comorbidités, problèmes cardiaques, problèmes neurologiques, etc. Donc le sujet âgé, donc si un organe tombe en panne, les autres vont le suivre. C'est le système d'infection se déclenche, donc automatiquement, donc il va décompenser cette comorbidité. Automatiquement, donc il va stopper donc un organe qui était normal. Donc c'est ça la particularité du sujet âgé. Le sujet âgé, donc si on va traiter par exemple une simple infection respiratoire. D'accord? Mais le grand problème du sujet âgé, donc il va nous installer un problème cérébral par la suite. Il va décompenser sa cardiopathie, il va décompenser sa néphropathie, etc. Et c'est toute une cascade qui va s'installer pour le sujet âgé. Pour l'immunodéprimé, donc c'est une situation particulière. Donc normalement, l'immunodéprimé, on doit le protéger parce qu'il n'a pas les moyens pour lutter contre cette infection. Et même le médecin n'a pas les moyens aussi pour neutraliser cette infection si l'antibiogramme il est rouge. Donc le meilleur moyen, c'est de le protéger contre ces infections graves parce qu'il va automatiquement nous faire donc une forme grave et par la suite donc la défaillance multiviscérale qui va s'installer. Comment la résistance aux antibiotiques affecte-t-elle la médecine moderne? La chirurgie ou la transplantation? En ce qui concerne la chirurgie, donc l'infection, donc c'est la bête noire de chirurgien. L'infection, c'est la bête noire de n'importe quel chirurgien. Et là, je n'incrimine pas le chirurgien, parce que la chirurgie, c'est toute une équipe. La chirurgie, c'est toute une équipe. D'accord? Si on va prendre, par exemple, analyser pourquoi le patient, parce que chez nous, on ne fait pas d'analyse. Si on va analyser pourquoi le patient ou ces patients font ces infections à germes résistants. D'accord. Si on va prendre la chaîne, par exemple, le patient, avant qu'il soit opéré, donc il va passer par le pré-op. D'accord? Le pré-op, donc c'est les salles
Donc automatiquement, donc, le patient va entrer avec déjà une bactérie de l'environnement. D'accord. Deuxièmement, le chariot sur lequel le patient il est transporté au bloc opératoire. Est-ce qu'il est désinfecté? Non, il n'est pas désinfecté. Troisième situation, à l'intérieur du bloc opératoire. D'accord, c'est toute une équipe. C'est le chirurgien, par exemple, respecte les mesures d'asepsie, etc. Donc, pour le chirurgien, il n'y a aucun problème. Mais si, par exemple, un membre de l'équipe ne respecte pas les mesures d'asepsie, pourquoi on porte des bavettes? Pour éviter l'inoculation de notre microbiote, de la flore, d'accord, buccale, à l'intérieur du site opératoire. D'accord. Tout ça, donc, si l'équipe ne respecte pas le truc, donc automatiquement le patient va installer une infection. Et par la suite, après l'intervention chirurgicale, donc il y a aussi le post-op. Si les conditions favorables se trouvent au niveau du post-op, donc le problème ne va pas se poser. Est-ce que c'est le cas chez nous? Point d'interrogation. D'accord? Parce que le patient, chez nous, je le vois qu'il entre avec un chariot qui est à l'extérieur, au bloc opératoire. Oui ou là non? Oui. D'accord. C'est ça le problème de la chirurgie. Donc, c'est le chirurgien. Donc, actuellement, il y a la tendance vers la chirurgie ambulatoire. Pourquoi la chirurgie ambulatoire? Éviter que le patient réside au maximum à l'hôpital. C'est-à-dire la chirurgie ambulatoire. Opérer le patient, le libérer rapidement. Pour éviter, parce qu'il y a l'environnement qui est infecté. Donc, automatiquement, il va attraper une infection. Pour la transplantation d'organes, c'est une autre entité. C'est des malades généralement programmés. Programmés, bien préparés. Et la transplantation en général à l'échelle mondiale et même en Algérie, donc elle est très bien entourée. Et c'est pour cette raison donc les patients ne font pas beaucoup d'infections bactériennes nosocomiales, à germes résistants. أنا أقصد monsieur l'hospitalisation la durée نتاعها تكون minimum possible parce que oui, c'est la tendance actuelle vers la tendance actuelle vers ce qu'on appelle la chirurgie ambulatoire. Que pouvons-nous faire en tant qu'individus pour éviter de contribuer à la résistance aux antibiotiques? Bon, pour les individus, donc, je parle de médecins tout d'abord, prescripteurs, pour éviter la résistance. Donc, il doit très bien utiliser les antibiotiques et connaître le mode d'action des antibiotiques et la durée de traitement de n'importe quelle pathologie. Ça pour les médecins. Pour la population générale, éviter l'automédication au maximum. Éviter l'automédication au maximum. Parce que acheter un antibiotique pour une infection simple virale, et le patient va décrocher le lendemain, et pour le citoyen, c'est l'action de l'antibiotique, alors que c'est faux, donc c'est l'action du système immunitaire, et l'utilisation elle était abusive de l'antibiotique. Pour ce qui est de général, donc la prévention générale, donc des germes résistants, pour le personnel de santé à l'intérieur de l'hôpital. Donc, est-ce que vous trouverez dans n'importe quel service qu'il y a quand le germe il est résistant, donc il y a des autocollants à l'extérieur qui montrent que ce patient a une bactérie multirésistante. Dans tous les services, je ne pense pas. D'accord. Seulement quelques services qui affichent donc une précaution complémentaire, soit de contact, soit type aérien, PCA ou PCC. C'est quoi PCA? C'est quoi PCC? PCA, donc je vais commencer par PCA, c'est précaution complémentaire aérienne. Complémentaire, c'est-à-dire donc standard, je l'ai appliqué, qui parle de transmission aérienne, porter une bavette chirurgicale par exemple, porter des lunettes pour la transmission aérienne. D'accord, ça c'est standard. Pour ce qui est complémentaire, c'est comme on l'a vécu dans la pandémie Covid. Complémentaire, c'est porter des visières, des charlottes, des surblouses, tout ça pour éviter. C'est complémentaire. D'accord, utiliser la solution hydroalcoolique, etc. Pour les précautions, donc si la transmission se fait par le contact, soit du malade, soit de l'environnement. PCC, c'est quoi PCC? Par exemple, si elle est affichée, donc il y a 5 étapes à respecter. Avant d'ouvrir la porte, on doit appliquer la solution hydroalcoolique. D'accord. Après la pénétration,
à l'intérieur de la porte, à l'intérieur de la chambre, pardon. Donc, je dois utiliser, deuxième utilisation. Examiner le patient, troisième utilisation. Contact avec l'environnement du patient, le lait, l'itré, etc. Quatrième utilisation. Et à la sortie, donc, cinquième utilisation de la solution hydroalcoolique. Pour éviter ce qu'on appelle la transmission croisée d'un patient à l'autre. Vous faites la visite, vous examinez ce patient et vous passez examiner un autre patient. La même chose pour l'infirmier. C'est ça pour éviter, d'accord, au milieu hospitalier, la transmission de cette infection. Parce que le patient, on va le traiter, on va neutraliser cette bactérie multirésistante. Mais si on va porter cette bactérie à notre patient, donc c'est comme on n'a rien fait. Cette bactérie, elle va rester dans l'environnement de l'hôpital, etc. Donc, elle va contaminer une autre personne. Quels sont les rôles des professionnels de santé dans la prévention de la résistance et peut-on encore traiter efficacement ces infections? Oui, le rôle du personnel, de professionnel de santé, c'est de sensibiliser. Parce que sans sensibilisation, sans information, donc on ne peut rien faire. D'accord? Ça ne reste pas, par exemple, une journée mondiale de la résistance pour sensibiliser. Je préfère qu'elle soit large, donc pour les étudiants en médecine, donc à la faculté, pour les infirmiers, donc on fait des journées de sensibilisation, la même chose pour les médecins et la même chose pour les femmes de ménage, par exemple. C'est la même chose. Donc la femme de ménage, donc elle fait la salle, donc elle va nettoyer la salle et elle va nettoyer par les mêmes trucs la deuxième salle. C'est la même chose. Donc on doit sensibiliser au maximum et traiter correctement. Là, pour traiter une infection, si on a par exemple les moyens selon l'antibiogramme pour traiter, donc on est obligé de traiter. Mais si on est devant un antibiogramme impasse thérapeutique, donc il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire pour le patient parce que je parle d'ici en Algérie par exemple, on dispose par exemple de quelques antibiotiques à large spectre. Par contre, ailleurs, il y a d'autres antibiotiques qui n'existaient pas en Algérie. Donc, c'est pour cette raison le meilleur moyen pour nous, donc, c'est la prévention et d'éviter le développement de ces germes résistants. Dans le contexte de sensibilisation, quels sont les défis de communication dans l'éducation du public concernant l'utilisation appropriée des antibiotiques? Là, pour l'éducation publique large, donc personnellement, j'ai jamais fait une journée de sensibilisation publique large. Donc, c'est bien de faire donc ce genre de travail, donc et sensibiliser la majorité des patients. Mais pour moi, donc, vaut mieux interdire la vente des antibiotiques sans prescription médicale. C'est la meilleure solution. Parce que sans ça, donc le vendeur, il va donner l'antibiotique et le problème ne va pas se régler. Parce que le patient, des fois le patient n'a pas les moyens pour aller au médecin, consulter, etc. Donc il va passer directement au pharmacien, donnez-moi un traitement, j'ai une angine, j'ai tac, tac, tac. Donc automatiquement, le problème ne va pas se régler sans interdiction de la vente des antibiotiques. La recherche et l'innovation, مثلا أنا مهتم بلا recherche. En tant qu'externe, est-ce que تسمى تنصحني باللي هذا التوبيك ولا هذا الدومين تسمى يستاهل انه l'externe يبحث عليه ولا يدير des recherches, etc. Oui, c'est très intéressant de faire des recherches parce qu'il y a tendance actuellement vers ce qu'on appelle la biologie moléculaire. C'est la PCR par exemple. Avant, c'était par exemple de demander la culture de n'importe quel liquide biologique et attendre la culture pendant 3-4 jours et par la suite attendre l'antibiogramme. Des fois, on attend une semaine, 15 jours pour avoir l'antibiogramme, etc. Et ça dépend, donc le patient, donc on va tenter durant cette durée donc un traitement probabiliste. Et comme le traitement probabiliste, donc automatiquement, c'est un des facteurs de développement de la résistance aussi. Actuellement, donc, il y a ce qu'on appelle la biologie moléculaire, la PCR multiplex, ce qu'on appelle multiplex, qui est la panel sang, urine, par exemple, liquide biologique, le pus, je sais pas, il y a plusieurs types de panels de PCR. Donc, si par exemple on suspecte un micro-organisme à l'intérieur du sang, je demande la PCR directement du sang. Donc, automatiquement, si j'ai une orientation
faire tel germe. Donc là, je demande ce qu'on appelle la PCR unitaire pour éviter que le patient paye beaucoup d'argent. Donc la PCR unitaire, c'est-à-dire je dois rechercher un seul germe, une seule bactérie. La PCR multiplex, donc automatiquement, le microbiologiste va lancer donc, la recherche de toutes les bactéries, par exemple au niveau du sang. Et cette PCR donc, va nous permettre un diagnostic rapide, le jour même du prélèvement, et avec ce qu'on appelle la détection des gènes experts. Le gène expert, c'est-à-dire il va détecter la résistance. Est-ce que cette bactérie, elle est résistante, par exemple, à la vancomycine, elle est résistante au fluoroquinone, etc. Donc, c'est une évolution donc, spectaculaire donc, et innovante pour le diagnostic rapide de ces genres d'infections à germes résistants ou autres. Quelles sont les nouvelles approches pour détecter plus rapidement les infections résistantes et les traiter efficacement, bien sûr, le contexte est à la recherche. La recherche, donc, c'est ça. Si on va proposer donc, une recherche, donc, par exemple, on va choisir par exemple un service. Un service, n'importe quel service de l'hôpital. Donc, on fait des prélèvements des patients, de l'environnement, etc., les ascenseurs, etc., l'arrivée du patient, par quel mécanisme il est arrivé, etc. Donc, on fait des prélèvements, on fait le maximum de prélèvements. Donc, pour faire l'étude donc, et trouver le germe qui est prédominant dans ce service et le traiter correctement, soit par des désinfections de l'environnement ou bien traiter les patients si elles sont infectées. Avant, donc, on a assisté donc, à une épidémie au service d'hémato. Donc, c'était une épidémie rapide. Il y a eu un décès de quelques patients rapidement. Et c'était un germe qui est antibiogramme, qui avait un antibiogramme rouge. Donc, les patients, presque, je ne sais pas, j'ai oublié le nombre exact des patients décédés, c'était au service d'hémato-CHU. D'accord. Et pour l'innovation, donc, c'est la PCR. La tendance actuellement pour accélérer et traiter rapidement, c'est la PCR, c'est la biologie moléculaire. Voilà. والله كان ان بودكاست فريمون تما صافي بليزير يكون لو بروميير بودكاست تاعنا ça sera pas le dernier inchallah. فوالا ان شاء الله alors à toutes merci.